Tu es ici parce que j'y ai été forcé. Ta place est à l'asile. » Ces mots cruels sont sortis de la bouche de mon propre fils, Antoine. Je les entends encore résonner dans ma tête, comme un écho douloureux qui refuse de s'éteindre. C'était mon enfant, celui que j'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois, celui que j'ai nourri au sein, celui dont j'ai tenu les petites mains lors de ses premiers pas. C'était ce même enfant pour qui j'ai sacrifié des nuits entières de sommeil, pour qui j'ai travaillé sans relâche après la mort de son père, veillant à ce qu'il ne manque jamais de rien. Ces paroles ont transpercé mon cœur comme des flèches empoisonnées, mais je n'ai pas versé une seule larme. Au lieu de cela, j'ai souri. Je m'appelle Clotilde Beaumont, j'ai 73 ans et j'ai bâti de mes propres mains l'une des plus grandes chaînes de pâtisserie de France, le Délice Doré. J'ai commencé avec une petite boutique à Aix-en-Provence après être devenue veuve à 40 ans, sans savoir comment j'allais subvenir aux besoins d'Antoine, qui n'avait alors que 12 ans. J'ai transformé ma passion pour la pâtisserie en un véritable empire. J'ai travaillé 16 heures par jour, voyagé à travers la France et l'Europe pour découvrir les meilleures techniques, appris auprès des plus grands pâtissiers français. J'ai constitué une équipe loyale, conquis une clientèle prestigieuse, ouvert des succursales dans plusieurs villes. Tout cela tout en élevant mon fils seul. Le manoir des Lavandes, où nous nous sommes réunis pour ce dîner fatidique, avait été acheté avec la sueur de mon travail. Les lustres en cristal, les tapis persans, les œuvres d'art au mur, chaque détail avait été choisi avec amour au fil des années. La table en acajou qui appartenait à ma grand-mère était celle où notre famille se réunissait toujours pour les occasions spéciales. Ce soir-là, la table était impeccablement dressée, avec ma plus belle porcelaine, l'argenterie polie, les verres en cristal qui reflétaient la douce lumière des chandeliers. J'avais préparé le dîner personnellement, bien que j'aie 2 cuisinières à mon service. J'avais fait le navarin d'agneau qu'Antoine adorait quand il était enfant. J'avais confectionné le Paris-Brest qu'il me réclamait toujours pour ses anniversaires. J'avais ouvert une bouteille de Château Margaux, 1982, que je gardais pour les occasions spéciales. Je voulais que tout soit parfait pour annoncer mes projets d'avenir pour l'entreprise. Tout le monde semblait tendu dès le début. Antoine évitait mon regard. Sylvie, ma belle-fille, consultait son téléphone toutes les 5 minutes. Seuls mes petits-enfants, Juliette et Lucas, conversaient joyeusement avec moi de leurs études et de leurs projets. Sophie, ma directrice générale, essayait de maintenir une ambiance légère avec des commentaires sur les derniers événements dans le monde de la pâtisserie. Lorsque j'ai servi le dessert, j'ai attiré l'attention de tous en tapotant légèrement ma cuillère contre mon verre. « J'ai une annonce importante à faire concernant l'avenir de notre entreprise », ai-je commencé. J'ai parlé de mes projets d'expansion vers la Belgique et la Suisse, de la nouvelle collection inspirée des pâtisseries régionales françaises, des partenariats internationaux que nous étions en train de négocier. C'est alors que j'ai remarqué la respiration de plus en plus rapide d'Antoine. Son visage rougissait à chacun de mes mots. Sylvie a posé sa main sur son bras, comme pour tenter de calmer une bombe sur le point d'exploser. Mais c'était inutile. « Maman, ça suffit !» a-t-il crié, frappant du poing sur la table et faisant trembler les verres. « Est-ce que tu ne comprends pas que personne ici ne veut t'entendre parler de tes projets, de l'entreprise qui aurait dû me revenir depuis longtemps ?» Le silence s'est emparé de la salle à manger. Mes petits-enfants regardaient, horrifiés. Sophie a avalé sa salive avec difficulté. Et c'est alors que sont venues ces paroles, que je n'oublierai jamais. « Tu es ici parce que j'y ai été forcée. Mais sache que je ne voulais pas de toi ici. Tu n'es pas la bienvenue. Ta place est à l'asile. » J'ai ressenti quelque chose d'étrange à ce moment-là. Un mélange de douleur profonde et d'une sensation inattendue de libération. Comme si finalement le masque était tombé et que je pouvais voir clairement ce qui avait été devant mes yeux pendant si longtemps. J'ai souri calmement, tandis que tous me regardaient, s'attendant peut-être à ce que je pleure ou que je supplie. Mais non, j'ai pris mon téléphone dans mon sac, un sac en cuir italien que j'avais acheté lors de mon dernier voyage à Milan, et j'ai composé un numéro que j'avais enregistré pour ce moment précis. Pendant que le téléphone sonnait, j'ai regardé autour de la table et j'ai vu le choc sur les visages de tous. Je me suis souvenu de comment tout avait commencé quand la graine de la désillusion s'était plantée dans mon cœur de mère. Antoine avait toujours montré de l'intérêt pour l'entreprise. Depuis tout petit,
quand il sautillait encore dans la première petite boutique que j'avais ouverte sur le cours Mirabeau, il était fasciné par les pièces brillantes dans les vitrines. « Maman, un jour je vendrai des gâteaux comme toi », disait-il avec ses yeux marrons qui brillaient presque autant que les miroirs glacés en vitrine. J'ai cru en ce rêve. J'ai tout investi en lui. Quand il a eu 18 ans, Antoine avait déjà choisi d'étudier la gestion à HEC Paris. J'ai payé chaque centime avec fierté. À ses remises de diplôme, tant pour sa licence que pour le MBA qu'il a fait ensuite, j'ai pleuré d'émotion. Mon fils, mon successeur, l'homme qui continuerait l'héritage que j'avais construit avec tant de sacrifices. Du moins, c'est ce que je pensais. Le premier signe est apparu lorsqu'Antoine est revenu d'un échange aux États-Unis. Quelque chose avait changé. Une certaine arrogance dans son regard, une impatience en écoutant mes conseils sur l'entreprise. Maman s'est dépassée. Aux États-Unis, personne ne fait les choses comme ça. J'ai avalé la critique. Après tout, me suis-je dit, il était important d'avoir de nouvelles visions, innovantes. Je lui ai donné l'espace pour mettre en œuvre certaines de ses idées. Je me souviens clairement du jour où je l'ai emmené rencontrer nos fournisseurs d'ingrédients à Valence. Je m'étais assuré de le présenter à Pierre Laurent, un producteur de vanille de Tahiti qui négociait avec moi depuis plus de 20 ans et qui était devenu un ami cher. « Madame Beaumont, ce garçon a vos yeux », avait dit Pierre en serrant la main d'Antoine. J'ai ressenti tellement de fierté à ce moment-là. Mais pendant le dîner, j'ai remarqué comme Antoine semblait s'ennuyer face aux histoires de Pierre sur le commerce des épices, sur les plantations à Tahiti, sur la façon d'identifier une gousse de vanille de qualité simplement par son parfum. Des histoires que je trouvais fascinantes, qui m'avaient tant appris. Pour mon fils, elles semblaient n'être que les bavardages d'un vieux. En revenant à l'hôtel, il a été direct. « Maman, nous devons trouver des fournisseurs plus jeunes, plus en phase avec le marché. Ce Pierre est un dinosaure. » J'ai senti comme si l'on m'avait giflé. Pierre n'était pas seulement un fournisseur, c'était quelqu'un qui m'avait soutenu quand le monde de la pâtisserie semblait impénétrable pour une veuve française sans connexion. Quelqu'un qui m'avait appris à distinguer la vraie vanille des imitations quand je débutais à peine. Mais j'ai avalé l'insulte, une fois de plus. Il a une vision commerciale, me suis-je dit. Il est simplement pragmatique. Les années suivantes ont vu Antoine prendre de plus en plus de place dans l'entreprise. Je lui ai confié la gestion des 3 nouvelles succursales à Lyon, pensant qu'il était temps qu'il prouve ses capacités. Au début, tout semblait bien se passer. Les rapports qu'il m'envoyait montraient des chiffres impressionnants, une croissance constante. Je m'étais dit que peut-être, après tout, ces méthodes américaines fonctionnaient. C'est lors du mariage d'Antoine avec Sylvie que les premiers doutes sérieux ont commencé à s'installer. Sylvie Mercier, belle, sophistiquée, avec un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. J'avais été surprise d'apprendre qu'elle travaillait dans le marketing pour une entreprise de pâtisserie industrielle. Quelle coïncidence, avais-je pensé naïvement. Ce que je ne savais pas alors, c'est que cette entreprise appartenait à sa famille, les Mercier, nos concurrents depuis des années. Le mariage était somptueux, excessivement peut-être. Je me souviens avoir été surprise par l'opulence de la réception, les 500 invités, le champagne millésimé qui coulait à flots, les centres de table extravagants. Comment peuvent-ils se permettre tout cela? Ai-je murmuré à Sophie, qui m'accompagnait. Elle a haussé les épaules, mais je voyais l'inquiétude dans ses yeux. Après le mariage, Antoine et Sylvie ont emménagé dans un penthouse au cœur de Lyon. Ils ont acheté 2 voitures de sport, ont commencé à voyager dans des destinations exotiques, toujours en première classe, toujours dans des hôtels 5 étoiles. Leurs photos sur les réseaux sociaux montraient une vie de luxe qui dépassait même ce que mon entreprise florissante pouvait leur offrir. Lors d'une visite surprise à la succursale principale de Lyon, j'ai été accueillie froidement par le personnel. Le directeur adjoint, Vincent, semblait particulièrement nerveux. « Madame Beaumont, nous ne vous attendions pas. Monsieur Antoine ne nous a pas prévenus. C'est le but d'une visite surprise, Vincent. » ai-je répondu en souriant, essayant d'alléger l'atmosphère. La boutique était magnifique, mais quelque chose me dérangeait. Les vitrines semblaient moins garnies que dans mes souvenirs. Certains de nos produits phares manquaient. « Où sont les Saint-Honoré à la vanille de Tahiti ?» ai-je demandé. « Ah, eux !» Monsieur Antoine a décidé de les retirer de la vente. Il dit qu'ils ne sont pas assez rentables. Ces pâtisseries étaient
portait pourtant notre signature depuis des années, créée avec la vanille de Pierre Laurent, une recette que j'avais mise au point moi-même et qui avait remporté des prix. Et les macarons au caramel salé, également retirés. Nous utilisons maintenant des arômes artificiels pour les autres macarons. C'est plus économique. Mon cœur s'est serré. Le délice doré s'était toujours distingué par l'utilisation exclusive d'ingrédients naturels de la plus haute qualité. C'était notre philosophie, notre engagement envers nos clients. En inspectant les livres de compte, j'ai découvert d'autres anomalies, des dépenses importantes pour des services de conseil auprès d'entreprises dont je n'avais jamais entendu parler, des commissions exorbitantes pour des vendeurs qui n'apparaissaient même pas sur les registres du personnel. « Vincent, qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je demandé, pointant du doigt une ligne particulièrement suspecte, 50 000 € versés à une société appelée Mercier Consulting. Le pauvre homme a pâli. Je ne sais pas exactement, madame. Monsieur Antoine s'occupe personnellement de ces transactions. De retour à Aix-en-Provence, j'ai convoqué Sophie dans mon bureau privé au manoir des Lavandes. Sophie Moreau, avec son chignon strict et ses lunettes rectangulaires, avait commencé comme simple vendeuse dans ma première boutique. Je l'avais vue grandir, s'épanouir, devenir l'une des meilleures pâtissières de France avant de prendre en charge la direction générale de l'entreprise. Elle était ma confidente, presque une fille pour moi. « Sophie, quelque chose ne va pas à Lyon », ai-je commencé, lui montrant les relevés que j'avais rapportés. Elle a examiné les documents, son front se plissant de plus en plus à mesure qu'elle tournait les pages. « Madame Beaumont, Clotilde, je craignais que ce jour n'arrive. Que veux-tu dire ?» Sophie m'a alors révélé qu'elle soupçonnait depuis plusieurs mois des irrégularités dans les comptes des succursales lyonnaises. Elle avait essayé d'enquêter discrètement, mais Antoine l'avait systématiquement écarté, invoquant son autorité comme fils du propriétaire. « Et ce n'est pas tout », a-t-elle ajouté avec hésitation. « J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles certaines de nos recettes exclusives se retrouvent dans les pâtisseries Mercier. » Mon sang s'est glacé. Les Mercier étaient nos principaux concurrents depuis des années, une entreprise familiale comme la nôtre, mais qui avait choisi la production de masse au détriment de la qualité. Ils avaient tenté à plusieurs reprises de nous racheter, offre que j'avais toujours fermement déclinée. Es-tu en train de suggérer que mon fils vend nos recettes à nos concurrents, à la famille de sa femme? Sophie a baissé les yeux. Je n'ai pas de preuves concrètes, Clotilde. Juste des coïncidences troublantes. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Les dépenses excessives d'Antoine et Sylvie, les services de conseil mystérieux, les changements dans nos produits phares, les rumeurs de fuite de recettes. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai appelé Céline Rousseau, mon avocate et amie de longue date. À 62 ans, Céline était une force de la nature, connue pour son intégrité inflexible et son intelligence acérée. Elle m'avait accompagné depuis les débuts de l'entreprise, m'aidant à naviguer dans le monde des affaires, alors dominé par les hommes. « Céline, j'ai besoin d'une enquête discrète », lui ai-je expliqué après lui avoir exposé la situation. Sans hésiter, elle a accepté. « Laisse-moi 2 semaines, Clotilde. Je vais mettre mes meilleurs enquêteurs sur l'affaire. » Ces 2 semaines ont été parmi les plus longues de ma vie. J'ai continué à diriger l'entreprise comme si de rien n'était, souriant lors des réunions, créant de nouvelles recettes dans mon atelier, recevant des clients importants. Mais chaque fois que je voyais une photo d'Antoine et Sylvie sur les réseaux sociaux, en vacances aux Maldives, au volant d'une nouvelle Ferrari, dans des restaurants étoilés, je sentais la colère monter en moi. Le rapport de Céline est arrivé un jeudi matin, sous enveloppe scellée. Ce qu'il contenait a confirmé mes pires craintes et en a révélé de nouvelles, encore plus troublantes. Antoine ne se contentait pas de détourner de l'argent. Il avait mis en place un système sophistiqué de sociétés écrans, toutes liées d'une manière ou d'une autre à la famille Mercier. Des sommes importantes transitaient par ces sociétés avant d'atterrir dans des comptes en Suisse au nom d'Antoine et Sylvie. Plus grave encore, il vendait effectivement nos recettes exclusives aux pâtisseries Mercier. Des emails interceptés montraient qu'il fournissait non seulement les recettes, mais aussi des informations sur nos fournisseurs, nos techniques de production, nos stratégies marketing. Ce n'est pas seulement de la fraude, Clotilde, m'a expliqué Céline.
C'est de l'espionnage industriel. Il trahit délibérément l'entreprise que tu as construite. Mais le coup le plus dur est venu lorsque Céline m'a montré des échanges entre Antoine et Sylvie, récupérés de leurs emails professionnels. Des conversations dans lesquelles ils discutaient ouvertement de la façon de me pousser à la retraite, de prendre le contrôle total de l'entreprise. « Le problème, c'est la vieille », écrivait Antoine. « Elle refuse de lâcher prise. Peut-être que si nous trouvions une belle maison de retraite, ton père n'aurait pas hésité, » répondait Sylvie. « Il faut être ferme avec elle. Après tout, à son âge, elle devrait être reconnaissante qu'on s'occupe encore d'elle. » Ces mots m'ont transpercé le cœur plus douloureusement que n'importe quelle lame. Mon propre fils, parlant de moi comme d'un fardeau dont il fallait se débarrasser. L'enfant pour qui j'avais tout sacrifié, planifiant froidement de m'écarter de ma propre création. J'ai pleuré ce jour-là, pour la première et dernière fois, des larmes silencieuses, dans la solitude de mon bureau, avec pour seul témoin Maurice, mon vieux caniche fidèle, qui n'avait jamais cessé de m'aimer inconditionnellement. Puis, la tristesse a fait place à une détermination froide. « Céline, ai-je dit en séchant mes larmes, il est temps d'élaborer un plan. » Pendant les semaines suivantes, nous avons travaillé méthodiquement. Céline a préparé les modifications nécessaires au statut de l'entreprise, retirant graduellement les pouvoirs d'Antoine sans qu'il s'en aperçoive. J'ai rencontré Bernard Petit, le directeur de la Banque nationale de commerce, un homme intègre qui m'avait toujours soutenu. Ensemble, nous avons créé de nouveaux comptes bancaires vers lesquels j'ai commencé à transférer discrètement les bénéfices de l'entreprise. J'ai également commencé à me rapprocher davantage de mes petits-enfants, Juliette et Lucas. Juliette, avec sa passion pour l'art et le design, venait souvent dans mon atelier où nous créions ensemble des décorations pour de nouvelles pâtisseries. Lucas, malgré ses études de commerce qui l'éloignaient souvent, me téléphonait régulièrement. Je voulais m'assurer qu'il comprendrait mes décisions quand tout éclaterait au grand jour. Mais l'élément le plus inattendu de mon plan est venu d'un appel téléphonique, un soir d'automne. Une voix masculine, avec un léger accent du sud de la France. « Madame Beaumont, je m'appelle Marcel Lefebvre. Je suis pâtissier à Lyon et je pense que nous devrions parler. » Marcel m'a expliqué qu'il avait remarqué dans les nouvelles pâtisseries Mercier des caractéristiques très similaires à certaines de nos créations exclusives. En tant que connaisseur et admirateur de mon travail depuis des années, il avait immédiatement reconnu ma touche. Ce n'est pas du simple plagiat, Madame Beaumont. C'est comme si quelqu'un leur avait donné vos recettes exactes. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain dans un petit café discret à Lyon. Quand je l'ai vu entrer, mon cœur s'est arrêté un instant. Grand, élégant, avec des cheveux poivre et sel et des yeux, mes yeux. Marcel Lefebvre n'était pas seulement un pâtissier qui avait reconnu mon style, c'était mon fils, mon premier fils, né d'un amour de jeunesse et que j'avais dû abandonner à l'adoption sous la pression familiale, à une époque où être mère célibataire était un scandale impardonnable. Nous nous sommes regardés en silence pendant ce qui semblait être une éternité. Puis il a souri, de ce sourire que je connaissais si bien pour l'avoir vu sur de vieilles photos que sa famille adoptive m'envoyait discrètement au fil des ans. « Bonjour maman », a-t-il dit simplement. Notre conversation ce jour-là a duré des heures. Marcel m'a raconté comment il avait retrouvé ma trace, comment il avait suivi ma carrière de loin, comment il était devenu pâtissier lui aussi, inspiré par les articles qu'il lisait sur moi dans les magazines professionnels. Il avait créé sa propre pâtisserie à Lyon, l'Arôme Subtil, qui s'était forgé une solide réputation pour ses créations innovantes mais respectueuses des traditions. « Je n'ai jamais voulu perturber ta vie », m'a-t-il expliqué. « J'étais heureux avec ma famille adoptive, des gens merveilleux qui m'ont donné tout leur amour. Mais quand j'ai vu ces recettes chez Mercier, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas rester silencieux. » Cet homme de 55 ans, ce fils que je n'avais jamais pu élever mais qui avait néanmoins suivi mes pas, était venu à mon secours au moment où j'en avais le plus besoin. Le destin a parfois un sens de l'ironie remarquable. Marcel est rapidement devenu un allié crucial dans mon plan. Grâce à ses contacts dans le milieu de la pâtisserie lyonnaise, il a pu recueillir davantage d'informations sur les activités d'Antoine et des Mercier. Il a découvert que le plan allait bien au-delà du simple vol de recettes. Les Mercier prévoyaient de lancer une gamme complète de pâtisseries premium inspirées directement de nos créations à des prix inférieurs.
sapant ainsi notre marché principal. Ils attendent juste qu'Antoine prenne le contrôle total de l'entreprise, m'a expliqué Marcel. À ce moment-là, ils commenceront à vendre des produits identiques aux nôtres, mais moins chers grâce à des ingrédients de qualité inférieure. La réputation du délice doré sera détruite en quelques mois. C'est Marcel qui a eu l'idée de la Fondation Caniche. Tu as toujours aimé les animaux, n'est-ce pas ? A-t-il demandé, caressant Maurice, qu'il avait immédiatement adopté. Pourquoi ne pas créer une fondation qui porterait le nom de ton fidèle compagnon, une entité qui protégerait ton patrimoine tout en faisant du bien? Plus audacieuse encore était sa proposition de fusion entre l'arôme subtil et le délice doré, créant ainsi le plus grand groupe de pâtisseries artisanales de France. Ensemble, nous serions imbattables, a-t-il argumenté. Mes innovations techniques combinées à ton héritage et ta réputation. Antoine et les Mercier ne pourraient jamais rivaliser. Alors que notre plan prenait forme, j'ai remarqué un changement dans le comportement d'Antoine. Ses visites au manoir des Lavandes, autrefois rares, devenaient plus fréquentes. Il apportait toujours des cadeaux coûteux, faisait un point d'honneur à mentionner combien les succursales de Lyon se portaient bien, combien les profits augmentaient. Une performance bien répétée qui ne me convainquait plus. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais déjà envoyé des auditeurs indépendants vérifier la situation réelle des boutiques. Le rapport que j'avais reçu était alarmant. Inventaire en baisse, employés démotivés par le manque de leadership présent, ventes en chute. L'image prospère qu'Antoine peignait était complètement fausse. Les commentaires sur le fait de se reposer, de profiter de la vie, de trouver un endroit plus tranquille pour vivre, devenaient aussi plus fréquents. Une fois, Sylvie a accidentellement laissé sur ma table basse une brochure d'une résidence pour personnes âgées, luxueuse. « Plusieurs amis de ma mère y vont, Madame Beaumont », a-t-elle dit avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux froids. « Elles disent bon que c'est merveilleux. Il y a des activités toute la journée, une assistance médicale 24 heures sur 24. » J'ai pris la brochure et les remercié avec un sourire tout aussi faux. Dès qu'ils sont partis, je l'ai jeté à la poubelle. Leur intention était claire, m'éloigner complètement, m'isoler dans un coin, pendant qu'ils prendraient le contrôle total de tout ce que j'avais construit. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps pour la confrontation finale. J'ai organisé un dîner au restaurant Les Trois Fontaines, prétendant avoir des annonces importantes concernant l'avenir de l'entreprise. J'ai invité Antoine et Sylvie, bien sûr, mais j'ai insisté pour que mes petits-enfants et Sophie soient également présents. Je voulais des témoins pour ce qui allait se passer. J'ai tout préparé méticuleusement pour ce dîner aux Trois Fontaines. J'ai réservé une salle privée, celle avec la vue sur les jardins illuminés. J'ai choisi personnellement le menu en collaboration avec le chef, un ancien apprenti que j'avais formé il y a des années. J'ai même apporté une bouteille spéciale de mon propre cellier, un Château d'Yquem 1989, que je gardais pour une occasion vraiment exceptionnelle. Cette soirée le serait certainement, bien que pas de la façon qu'Antoine et Sylvie imaginaient. En arrivant au restaurant, j'ai été accueilli chaleureusement par le maître d'hôtel qui m'a escorté jusqu'à notre table. J'avais choisi délibérément les places, Antoine et Sylvie d'un côté, mes petits-enfants et Sophie de l'autre. Ma place était au bout de la table, position de pouvoir que j'avais l'intention d'utiliser pleinement ce soir-là. J'avais demandé à Sophie d'arriver plus tôt pour passer en revue les derniers détails de notre plan. Nous étions assises, sirotant un apéritif, lorsque mes petits-enfants sont arrivés. Juliette, rayonnante dans une robe bleu nuit qui mettait en valeur ses yeux, m'a embrassée tendrement. « Grand-mère, tu es superbe ce soir », a-t-elle dit, admirant mon tailleur crème et les perles que mon défunt mari m'avait offertes pour notre 30e anniversaire. Lucas, élégant dans son costume sombre, semblait plus réservé. Il jetait des regards nerveux vers Sophie, comme s'il sentait que quelque chose d'important se préparait. « Grand-mère, de quoi s'agit-il exactement ce soir ? Papa était très vague, a-t-il demandé à voix basse. « Patience, mon chéri, ai-je répondu en serrant sa main. Tout sera clair très bientôt. Antoine et Sylvie sont arrivés avec 20 minutes de retard, sans même s'excuser. Antoine portait un costume Armani manifestement neuf, Sylvie une robe Chanel et des bijoux qui auraient pu payer le salaire annuel d'un de nos pâtissiers. Il dégageait en cette arrogance particulière que donne l'argent mal acquis, ostentatoire,
bruyant, insistant pour être remarqué. « Maman !» s'est exclamé Antoine avec une effusion que je savais maintenant complètement feinte. Il m'a embrassée sur les joues, son parfum trop fort m'assaillant les narines. « Tu es ravissante ce soir. Cette couleur te va à merveille. » Sylvie s'est contentée d'un signe de tête, son sourire poli n'atteignant jamais ses yeux. Elle a immédiatement sorti son téléphone, comme si notre réunion familiale n'était qu'une obligation ennuyeuse à laquelle elle devait se soumettre. Le dîner a commencé dans une atmosphère tendue, malgré mes efforts pour maintenir une conversation légère. J'ai parlé de la nouvelle collection de pâtisseries que nous préparions pour Noël, des articles élogieux récemment publiés dans la presse spécialisée, des offres d'expansion vers l'Italie que nous avions reçues. À chaque mention de projets futurs, je voyais Antoine se crisper légèrement. Sa main serrait son verre de vin un peu plus fort, sa mâchoire se contractait imperceptiblement. Sylvie, quant à elle, ne faisait même plus semblant d'écouter, absorbée par son téléphone sous la table. C'est au moment du plat principal, un filet de bœuf Wellington, spécialité de la maison, que j'ai commencé à déployer mon plan. « J'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous tous », ai-je annoncé, attirant enfin l'attention complète de Sylvie. Le délice doré va connaître une transformation majeure dans les mois à venir. Antoine s'est redressé, un sourire satisfait aux lèvres. Je pouvais presque lire ses pensées. Enfin, la vieille allait annoncer sa retraite. Nous allons procéder à la plus grande expansion de notre histoire, ai-je poursuivi. 3 nouvelles boutiques à Paris, 2 à Bordeaux, et notre première incursion internationale avec une boutique phare à Genève. Le sourire d'Antoine s'est figé. « C'est ambitieux, maman. Mais ne penses-tu pas que c'est beaucoup de travail pour toi? À ton âge ?»« Mon âge ?» ai-je répété innocemment. « Oh, je me sens plus énergique que jamais, mon fils. En fait, je viens de m'inscrire à un cours de pâtisserie japonaise à Tokyo le mois prochain. 3 semaines intensives pour maîtriser l'art des wagashi. Ce sera la base de notre collection printemps prochain. » Juliette a applaudi, sincèrement enthousiaste. « Grand-mère, c'est fantastique. J'adorerais créer des designs inspirés de l'esthétique japonaise. Tu viendras avec moi, ma chérie, ai-je déclaré. Ton œil artistique sera précieux. » Antoine a posé brusquement sa fourchette. « Et maman, c'est absurde. Tu ne peux pas simplement décider de t'envoler pour le Japon pendant 3 semaines. Qui s'occupera de l'entreprise? » Sophie, bien sûr, ai-je répondu calmement. Comme toujours lorsque je voyage, à moins que tu ne penses qu'elle ne soit pas compétente. Sophie a levé un sourcil, défiant silencieusement Antoine de remettre en question ses capacités. Il a battu en retraite, mais je voyais la colère monter en lui. Et ce n'est pas tout, ai-je continué. J'ai décidé de lancer une gamme entièrement nouvelle, centrée sur les techniques de pâtisserie traditionnelle française, réinterprétées avec des ingrédients modernes. J'ai déjà engagé 3 nouveaux chefs pâtissiers pour développer les recettes. 3 nouveaux chefs, s'est étranglé Antoine. Mais c'est un investissement énorme. Tu aurais dû me consulter avant de prendre une telle décision. Te consulter? Ai-je demandé, feignant la surprise. Pourquoi donc? Tu as les succursales de Lyon à gérer, mon fils. Tu sembles déjà bien occupé. J'ai vu Sylvie donner un coup de coude à Antoine sous la table, l'incitant clairement à se ressaisir. Il a respiré profondément, tentant de retrouver son calme. « Maman, » a-t-il repris d'une voix mielleuse, « je pense simplement à ton bien-être. Tu as travaillé si dur toute ta vie. Tu mérites de te reposer, de profiter de tes petits-enfants, de voyager pour le plaisir et non pour le travail. »« Oh, mais je profite pleinement de mes petits-enfants, » ai-je répondu en souriant à Juliette et Lucas. « Et j'adore voyager pour le travail. Pourquoi devrais-je arrêter de faire ce qui me passionne? Parce que tu n'es plus toute jeune, » a-t-il finalement explosé, perdant son sang-froid. « Tu as 73 ans, maman. Il est temps de passer le flambeau. » Un silence pesant est tombé sur la table. Lucas et Juliette regardèrent leur père avec des yeux écarquillés, choqués par son emportement. Sophie observait la scène avec une expression impassible, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. « Passer le flambeau à qui exactement ?» ai-je demandé doucement. « À toi, Antoine? Est-ce que les succursales de Lyon se portent si bien que tu te sens prêt à diriger toute l'entreprise ?» Il a hésité, pris au dépourvu par ma question directe. Bien sûr qu'elle se porte bien. Les profits n'ont jamais été aussi élevés. Vraiment? C'est étrange, car les rapports d'audit que j'ai reçus la semaine dernière racontent une toute autre histoire. Le visage d'Antoine a pâli. Quel rapport d'audit?
Ceux des auditeurs indépendants que j'ai envoyés examiner les comptes de tes succursales. Un contrôle de routine, tu comprends? Rien de personnel. Sylvie a finalement rangé son téléphone, toute son attention désormais fixée sur moi. Ses yeux froids calculaient, évaluaient, cherchaient une issue. « Et qu'ont-ils trouvé, ces auditeurs ?» a-t-elle demandé, sa voix trahissant une légère nervosité malgré son effort pour paraître désinvolte. « Oh, toutes sortes de choses intéressantes !» ai-je répondu en dépliant ma serviette. « Des sociétés de conseil fantômes, des commissions exorbitantes, des transferts mystérieux vers des comptes en Suisse. Fascinant, vraiment !» Antoine a avalé difficilement sa salive, son front se couvrant de sueur malgré l'air conditionné du restaurant. « Maman, je peux tout expliquer. J'en suis certaine, l'ai-je coupé. Mais ce n'est pas le moment. Ce soir, nous célébrons l'avenir du délice doré. Un avenir brillant, innovant et sous ma direction pour les années à venir. » C'est à ce moment précis qu'Antoine a perdu tout contrôle. Il a frappé la table du poing, faisant sursauter tout le monde et renversant son verre de vin. « Ça suffit !» a-t-il crié. « J'en ai assez de tes manipulations, de ton refus de voir la réalité en face. Et quelle réalité serait-ce, mon fils ?» ai-je demandé calmement. « Que tu es vieille, que tu es dépassée, que l'entreprise a besoin de sang neuf, de méthodes modernes, que tu devrais être reconnaissante qu'on s'occupe encore de toi, au lieu de te parquer dans une maison de retraite. » Les mots flottaient dans l'air, tranchants comme des couteaux. Juliette a porté une main à sa bouche, horrifiée. Lucas fixait son père avec une expression de dégoût croissant. Même Sylvie semblait mal à l'aise, consciente que son mari avait franchi une ligne. C'est alors qu'il a prononcé ces mots que je n'oublierai jamais. « Tu es ici parce que j'y ai été forcée. Mais sache que je ne voulais pas de toi ici. Tu n'es pas la bienvenue. Ta place est à l'asile. » Un silence assourdissant a suivi cette explosion. Je pouvais presque entendre les battements de cœur autour de la table. Les serveurs, qui s'apprêtaient à apporter le dessert, se sont figés à l'entrée de notre salle privée, clairement embarrassés d'avoir surpris cette scène familiale. J'ai posé ma serviette délicatement sur la table, sans me presser. J'ai regardé mon fils droit dans les yeux et contre toute attente, j'ai souri. Un sourire calme, presque serein. Puis, j'ai sorti mon téléphone de mon sac. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Antoine, décontenancé par ma réaction. Sans répondre, j'ai composé un numéro et mis le téléphone en haut-parleur, le plaçant au centre de la table pour que tous puissent entendre. « Banque nationale de commerce, Bernard Petit à l'appareil », a répondu une voix professionnelle. « Bernard, c'est Clotilde Beaumont. Madame Beaumont, que puis-je faire pour vous à cette heure ? Il est temps d'exécuter le plan B dont nous avons discuté la semaine dernière. » Il y a eu un bref silence à l'autre bout de la ligne, comme si Bernard assimilait la gravité de ma demande. « Madame est certaine. Cela implique le transfert immédiat de tous les fonds des comptes conjoints que votre fils administre, sa révocation comme procurateur de vos entreprises et la fermeture des 3 succursales à son nom. »« Tout à fait certaine, » ai-je répondu en regardant Antoine droit dans les yeux. Son visage s'était vidé de toute couleur. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il balbutié. « Ce sera fait dès ce soir, Madame Beaumont, » a confirmé Bernard. « Les documents sont déjà prêts, comme vous l'aviez demandé. Parfait. Merci Bernard. » J'ai raccroché et remis calmement le téléphone dans mon sac. Tout le monde me fixait, bouche bée, comme si j'étais soudain devenue une étrangère à leurs yeux. « Tu ne peux pas faire ça !» a articulé Antoine, la voix tremblante. « Je suis ton fils. »« Oui, tu es mon fils, » ai-je acquiescé. « Et c'est la seule raison pour laquelle je ne te traîne pas immédiatement devant les tribunaux pour fraude et détournement de fonds. » Me tournant vers mes petits-enfants, j'ai ajouté « Juliette, Lucas, je suis désolée que vous assistiez à cela. Mais peut-être est-il bon que vous voyiez la vérité sur votre père. »« Quelle vérité ?» a demandé Lucas, sa voix à peine audible. J'ai pris une profonde inspiration. Il était temps de tout révéler. Votre père a systématiquement détourné de l'argent de l'entreprise depuis 5 ans. Il a vendu nos recettes exclusives à nos concurrents, la famille de votre mère en fait. Il a négligé les succursales dont il avait la charge, maltraité le personnel, compromis notre réputation en substituant des ingrédients de qualité inférieure. Tout cela dans le but de prendre le contrôle total de l'entreprise pour ensuite la vider de sa substance et la laisser dépérir pendant que les pâtisseries Mercier reprendraient notre marché. Sylvie s'est levée brusquement.
C'est ridicule. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Au contraire, ma chère, ai-je répliqué calmement. J'ai des preuves exhaustives. Des emails, des relevés bancaires, des témoignages d'employés, des analyses comparatives de vos nouveaux produits avec nos recettes. Tout est documenté, classé et entre les mains de mon avocate. J'ai fait un signe à Sophie, qui a sorti discrètement de son sac une clé USB qu'elle a posée sur la table. Une copie de tous les documents est ici. Une autre est en lieu sûr. Une troisième est déjà chez le procureur, au cas où vous auriez des idées regrettables. Antoine semblait complètement défait. Il s'est effondré sur sa chaise, fixant la clé USB comme si elle contenait sa condamnation à mort, ce qui était, professionnellement parlant, probablement le cas. « Pourquoi ?» a-t-il finalement murmuré. « Pourquoi ferais-tu ça à ton propre fils ? Je ne te fais rien, Antoine, ai-je répondu doucement. Je protège simplement ce que j'ai construit, ce que j'ai créé avec amour, passion et intégrité, ce que tu étais en train de détruire par avidité et impatience. » Je me suis tournée vers Juliette et Lucas, qui semblaient en état de choc. « Mes chéris, je veux que vous sachiez que rien de tout cela n'est votre faute. Mon amour pour vous reste inébranlable. Et malgré ce qu'il a fait, je n'ai pas cessé d'aimer votre père non plus. Mais l'amour sans conséquence n'est pas de l'amour, c'est de la complaisance. » Sylvie, toujours debout, a ramassé son sac à main d'un geste brusque. « Viens, Antoine, nous n'avons pas à subir cette humiliation. Nos avocats s'occuperont de ça. » Antoine s'est levé mécaniquement comme un automate. Mais avant qu'il ne puisse partir, j'ai lâché ma dernière bombe. « Oh, et avant que vous ne partiez, j'ai une personne à vous présenter. Il nous attend au manoir, un invité très spécial qui a joué un rôle crucial dans la découverte de vos machinations. Mon fils aîné, Marcel Lefebvre. » Antoine s'est figé sur place. « Ton... Oh quoi ? Mon premier fils ?» ai-je répété calmement. « Né avant mon mariage avec ton père, donné en adoption à cette époque, mais avec qui j'ai maintenu des contacts discrets toute ma vie. Un pâtissier brillant, intègre, qui a bâti sa propre réputation sans jamais rien me demander, contrairement à toi, qui as eu tous les avantages et qui as choisi de me trahir. » Cette révélation semblait être le coup de grâce pour Antoine. Il est resté là, bouche ouverte, incapable de formuler une réponse cohérente. Nous nous retrouverons demain matin à 9 heures précises au siège de l'entreprise, ai-je conclu, pour finaliser les changements de direction. Marcel et moi allons fusionner nos entreprises, créant le plus grand groupe de pâtisserie artisanale de France, avec Sophie à la tête des opérations. Quant à toi, Antoine, ton avenir professionnel dépendra entièrement de ta capacité à reconnaître tes erreurs et à faire amende honorable. Antoine et Sylvie sont partis sans un mot de plus, laissant derrière eux un silence lourd de signification. Dès qu'ils ont franchi la porte, Lucas s'est effondré, le visage dans les mains. Juliette s'est précipitée à mes côtés, m'enlaçant avec force. « Grand-mère, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas, ma chérie. » l'ai-je rassurée en caressant ses cheveux. « Ton père a pris grand soin de cacher ses actions. » Sophie a posé une main sur mon épaule, son visage reflétant un mélange de soulagement et d'appréhension. « Ça va, Clotilde ?» J'ai pris un moment pour évaluer mes sentiments. La douleur était là, bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement quand on découvre que son propre enfant a trahi sa confiance? Mais il y avait aussi une étrange sensation de libération, comme si un poids que je portais depuis longtemps venait d'être retiré de mes épaules. « Oui, Sophie, » ai-je finalement répondu. « Pour la première fois depuis très longtemps, je crois que ça va vraiment bien. » Nous avons quitté le restaurant peu après, laissant derrière nous les assiettes à moitié pleines et les verres de vin abandonnés. Une page venait de se tourner dans le livre de ma vie. Une page douloureuse, certes, mais nécessaire pour que le récit puisse continuer. Sur le chemin du retour vers le manoir des Lavandes, où Marcel nous attendait, j'ai observé les lumières de la ville défiler par la fenêtre de la voiture. Aix-en-Provence, ma ville bien-aimée, où tout avait commencé. Où tout allait maintenant recommencer, sous une nouvelle forme. À 73 ans, alors que beaucoup s'attendaient à ce que je me retire dans l'ombre, j'étais sur le point d'entamer le chapitre le plus audacieux de ma vie, un chapitre écrit non pas avec l'encre de la vengeance, mais avec celle de la justice, de la rédemption, et peut-être même un jour du pardon. En arrivant au manoir des Lavandes,
J'ai immédiatement remarqué la voiture élégante garée dans l'allée. Une Citroën DS noire, classique et sobre. Marcel était déjà là, nous attendant. Mon cœur battait étrangement fort à l'idée de présenter mon fils aîné à mes petits-enfants. Une réunion familiale que je n'aurais jamais imaginé possible quelques mois auparavant. La maison était illuminée, accueillante comme toujours. Françoise, ma gouvernante depuis plus de 20 ans, avait préparé du thé et disposé des pâtisseries dans le salon. Pas les miennes, mais celles de Marcel, qu'il avait apportées de sa boutique à Lyon. Une attention délicate qui me touchait profondément. En entrant dans le salon, nous avons trouvé Marcel debout près de la cheminée, contemplant les photographies de famille disposées sur le manteau. Il s'est retourné en nous entendant, et j'ai été frappée une fois de plus par sa ressemblance avec moi. Les mêmes yeux, la même façon de se tenir. « Ah, vous voilà !» a-t-il dit avec un sourire chaleureux. Son regard s'est immédiatement posé sur Juliette et Lucas, qui le dévisageaient avec un mélange de curiosité et d'appréhension. J'ai fait les présentations. Juliette, Lucas, voici Marcel Lefebvre. Marcel, ce sont mes petits-enfants. Un moment de silence a suivi, chargé d'émotions contenues. Puis Juliette, toujours la plus spontanée, s'est avancée. « Alors vous êtes notre oncle ?» a-t-elle demandé, cherchant encore à comprendre cette nouvelle réalité familiale. Marcel a hoché la tête. Il semblerait que oui, un oncle qui a hâte de rattraper 55 ans d'absence. Lucas observait Marcel avec un regard analytique, si caractéristique de sa nature réfléchie. « Vous avez votre propre pâtisserie à Lyon ?»« Oui, l'arôme subtil. Peut-être en as-tu entendu parler ?» Les yeux de Lucas se sont écargilés. « L'arôme subtil ? Mais c'est la pâtisserie qui a remporté le Grand Prix de l'innovation l'année dernière. Vous êtes ce Marcel Lefebvre ?» Marcel a ri, visiblement flatté par la reconnaissance. Coupable. Bien que je doive dire que mon talent pour la pâtisserie vient directement de ma mère biologique, même si je ne l'ai découvert que tardivement. Nous nous sommes installés dans le salon, savourant le thé et les délicates créations de Marcel. Des éclairs au thé matcha et yuzu, des tartelettes aux fruits rouges et basilic, des macarons au café et cardamome. Une fusion parfaite de tradition française et d'innovation contemporaine. Ces pâtisseries sont extraordinaires, a commenté Sophie, qui jusque-là était restée discrètement en retrait. La texture, les saveurs, c'est remarquable. Merci, a répondu Marcel. J'ai toujours cherché à respecter les techniques classiques tout en les faisant évoluer. Un peu comme le fait Clotilde, en fait. Quand j'ai découvert qui était ma mère biologique, j'ai compris pourquoi je me sentais si proche de sa philosophie culinaire. « Comment avez-vous su ?» a demandé Juliette. « Que grand-mère était votre mère, je veux dire. » Marcel m'a regardé, comme pour demander la permission de partager cette histoire. J'ai acquiescé. Mes parents adoptifs ont toujours été honnêtes avec moi concernant mon adoption, a-t-il commencé. Ils étaient merveilleux, aimants, et m'ont donné une enfance heureuse à Grenoble. Quand j'ai eu 18 ans, ils m'ont donné une lettre que ma mère biologique avait laissée pour moi. Il a sorti de sa poche intérieure un papier jauni, soigneusement plié. Je l'ai toujours gardé sur moi. Elle disait qu'elle était très jeune quand elle m'a eue, qu'elle n'avait pas eu le choix de me confier à l'adoption, mais qu'elle m'aimait et pensait à moi tous les jours. Elle ne donnait pas son nom complet, juste Clotilde B, et mentionnait qu'elle vivait à Aix-en-Provence. J'ai senti les larmes me monter aux yeux en entendant les mots de cette lettre écrite il y a si longtemps, dans les heures les plus sombres de ma jeunesse. Quand j'ai découvert ma passion pour la pâtisserie, a poursuivi Marcel, mes parents m'ont encouragé. J'ai étudié, j'ai travaillé dur, j'ai ouvert ma première boutique à Lyon. Et puis un jour, j'ai lu un article dans Pâtisserie Magazine sur Clotilde Beaumont, cette femme extraordinaire qui avait bâti un empire de la pâtisserie à partir de rien. Il y avait une photo d'elle, et j'ai vu mes propres yeux me regarder. « Qu'avez-vous fait ?» a demandé Lucas, complètement absorbé par le récit. « Rien pendant longtemps », a admis Marcel. J'avais peur de perturber sa vie. Elle était mariée, avait un fils, Antoine. J'ai simplement suivi sa carrière de loin, m'inspirant de son travail, ressentant une fierté secrète à chacun de ses succès. Puis un jour, ai-je pris la relève, j'ai reçu une lettre qui commençait par « Je crois être votre fils », accompagnée d'une copie de la lettre que j'avais laissée avec lui à l'adoption. « Comment avez-vous réagi, grand-mère ?» a demandé Juliette.
J'ai pleuré pendant des heures, ai-je avoué, de joie, de regret, de soulagement. J'avais pensé à lui chaque jour pendant toutes ces années, me demandant s'il était heureux, s'il avait eu une bonne vie, et soudain, je découvrais qu'il était devenu non seulement un homme accompli, mais qu'il avait suivi le même chemin professionnel que moi. Nous avons commencé à nous rencontrer discrètement, a expliqué Marcel, dans des cafés à Lyon, à Paris, parfois à l'étranger lors de salons professionnels. Nous partagions nos idées, nos techniques, sans jamais révéler notre lien familial. Pourquoi garder le secret ? A demandé Lucas, perplexe. J'ai échangé un regard avec Marcel. Cette question touchait aux aspects les plus douloureux de notre histoire. Mon mari, votre grand-père, ne savait pas pour Marcel, ai-je expliqué doucement. C'était avant notre rencontre, et à cette époque, une jeune fille mère c'était différent d'aujourd'hui. Quand j'ai rencontré votre grand-père, j'ai choisi de ne pas lui parler de cet épisode de ma vie. Ce n'était pas par manque de confiance, mais par peur de perdre son amour. Puis après sa mort, quand j'ai retrouvé Marcel, Antoine était déjà adulte. Je craignais sa réaction, qu'il se sente moins aimé d'une certaine façon. Et vous aviez raison, a murmuré Lucas. Vu comment il a réagi ce soir, un silence pesant est tombé sur la pièce. La douleur de la trahison d'Antoine était encore fraîche, une plaie ouverte dans le tissu familial. Sophie, toujours pragmatique, a finalement rompu le silence. Peut-être devrions-nous parler de ce qui va se passer maintenant. Pour l'entreprise, je veux dire. J'ai acquiescé, reconnaissante pour ce changement de sujet. Oui, bien sûr. Marcel et moi avons discuté d'une fusion entre le délice doré et l'arôme subtil. Ensemble, nous pourrions créer le plus grand groupe de pâtisserie artisanale de France, alliant mon expertise en pâtisserie traditionnelle et son talent pour l'innovation. Avec Sophie comme directrice générale, a ajouté Marcel, hochant la tête vers elle. Sa connaissance approfondie de l'entreprise et sa loyauté inébranlable en font la personne idéale pour ce rôle. Sophie a rougi légèrement, visiblement émue par cette reconnaissance. « Je suis honorée de votre confiance. »« Et nous ?» a demandé Juliette timidement. « Lucas et moi, je veux dire. Y a-t-il une place pour nous dans cette nouvelle entreprise ?» J'ai souri, touchée par sa question. « Ma chérie, il y aura toujours une place pour vous, si c'est ce que vous souhaitez, mais pas par droit de naissance, par mérite, par passion, par travail. Je pense que Juliette pourrait apporter beaucoup à notre département de design, a suggéré Sophie. Ses créations pour les vitrines de Noël dernières étaient remarquables. Et toi, Lucas ? Ai-je demandé à mon petit-fils, qui était resté pensif. Tu termines ton master en gestion cette année, n'est-ce pas ? Il a hésité. Oui, mais je ne suis pas sûre de vouloir suivre cette voie maintenant. Voir ce que papa a fait avec son diplôme de gestion ne juge pas une profession entière sur les actions d'une seule personne, l'a gentiment repris Marcel. La gestion bien faite est un art aussi noble que la pâtisserie. Il s'agit de faire prospérer quelque chose, de prendre soin des gens qui travaillent avec toi, de créer de la valeur réelle. Lucas a médité ces paroles. Peut-être pourrais-je commencer par un stage, apprendre tous les aspects de l'entreprise depuis la base. Une excellente idée, ai-je approuvé. C'est exactement comme ça que j'ai commencé. Et Marcel aussi, je crois. Absolument, a confirmé Marcel. J'ai passé mes 2 premières années professionnelles à pétrir de la pâte à 5 heures du matin. Il n'y a pas de meilleure école. Notre conversation a continué tard dans la soirée, explorant les possibilités de cette nouvelle configuration familiale et professionnelle. Une atmosphère d'espoir avait remplacé la tension et le choc de la confrontation au restaurant. Nous étions en train de construire quelque chose de nouveau sur les ruines de la trahison. Une fondation plus solide, plus authentique. Vers minuit, alors que Juliette et Lucas s'apprêtaient à rentrer chez eux, mon téléphone a sonné. C'était Bernard Petit de la banque. « Madame Beaumont, je voulais vous informer que toutes les transactions ont été exécutées comme prévu. Les fonds sont sécurisés, les autorisations révoquées. Tout est en ordre. Merci Bernard. Y a-t-il eu une réaction ?» Il a hésité brièvement. Monsieur Antoine a tenté d'accéder au compte il y a 1 heure. Quand il a découvert les changements, il a exprimé son mécontentement assez vivement auprès de notre service clientèle. Je pouvais imaginer la scène. Antoine, furieux, criant sur quelque employé innocent qui ne faisait que son travail. Je suis désolé pour le désagrément causé à votre équipe. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous avons l'habitude de gérer des situations délicates. De plus,
Nos employés sont plutôt ravis de vous aider. Votre réputation est excellente dans notre établissement. » Après avoir raccroché, j'ai partagé l'information avec les autres. Sophie a hoché la tête, satisfaite. « Donc c'est fait. Il n'a plus aucun contrôle sur l'entreprise. Plus aucun contrôle financier, ai-je précisé. Mais il reste mon fils. Cette situation, ce n'est pas la fin de l'histoire, juste un tournant. »« Ouais, que voulez-vous dire ?» a demandé Marcel, fronçant légèrement les sourcils. « Je veux dire que malgré tout ce qu'il a fait, je ne peux pas simplement l'effacer de ma vie. La porte vers la rédemption restera entrouverte s'il choisit un jour de l'emprunter. » Marcel m'a regardé avec une expression mêlant admiration et perplexité. « Après tout ce qu'il t'a fait, tu serais prête à lui pardonner ? Pardonner n'est pas oublier, » ai-je répondu doucement. Et ce n'est pas non plus rétablir une confiance brisée du jour au lendemain. Mais oui, je crois au pouvoir de la rédemption. Les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. Cette nuit-là, après le départ de tous, je me suis retrouvée seule dans ma chambre, avec pour seule compagnie Maurice, mon fidèle caniche qui s'était lové au pied de mon lit, comme il le faisait chaque soir depuis 15 ans. En caressant sa fourrure argentée, j'ai réfléchi aux événements extraordinaires de cette journée. J'avais perdu un fils et retrouvé un autre. J'avais confronté une trahison douloureuse et ouvert la voie à un nouveau départ. À 73 ans, quand beaucoup de mes contemporains se contentaient de regarder passer les jours, j'étais sur le point d'entamer le chapitre le plus audacieux de ma vie professionnelle. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube, une habitude acquise durant des décennies de travail en pâtisserie. Maurice m'a suivi dans la salle de bain, puis dans la cuisine, où j'ai préparé du café et des croissants, pas les miens, mais ceux de la boulangerie du coin. Même les plus grands pâtissiers apprécient parfois le travail des autres. J'ai pris mon petit déjeuner sur la terrasse, regardant le soleil se lever sur les collines d'Aix-en-Provence. Les oliviers du jardin brillaient d'une lueur dorée dans la lumière matinale. Ce paysage familier semblait pourtant différent aujourd'hui, comme si je le voyais avec des yeux neufs. À 8 heures, Marcel est arrivé. Nous avions convenu de nous rendre ensemble, au siège du Délice Doré, pour la réunion cruciale qui définirait l'avenir de l'entreprise. Il portait un costume bleu marine impeccable et une cravate bordeaux, élégant mais sobre, exactement le style que j'aurais choisi moi-même. « Prête pour le grand jour ?» a-t-il demandé en m'embrassant sur les 2 joues. « Aussi prête qu'on peut l'être quand on s'apprête à révolutionner 50 ans de travail », ai-je répondu avec un sourire nerveux. Nous sommes arrivés au siège social à 8h30. L'imposant bâtiment art déco sur le cours Mirabeau, avec sa façade en pierre de taille et ses grandes baies vitrées, avait été mon refuge pendant tant d'années. J'avais personnellement supervisé sa restauration quand j'avais acheté l'immeuble 15 ans plus tôt, veillant à préserver son caractère historique tout en modernisant l'intérieur. Déjà, une agitation inhabituelle régnait dans les bureaux. La nouvelle des événements de la veille s'était répandue comme une traînée de poudre parmi le personnel. Des regards curieux nous suivaient alors que nous traversions l'open space en direction de la salle du conseil au dernier étage. Sophie nous attendait devant la porte, dossier en main, impeccable dans son tailleur gris perle. « Bonjour Clotilde. Bonjour Monsieur Lefebvre. Les membres du conseil sont tous arrivés. Antoine n'est pas encore là. Merci Sophie. Et s'il te plaît, appelle-moi Marcel. Nous allons travailler ensemble, après tout. » Elle a hoché la tête, un léger sourire aux lèvres. « Bien sûr, Marcel. » Nous sommes entrés dans la salle du conseil, une pièce élégante dominée par une grande table ovale en acajou. Autour de la table étaient assis les 5 membres du conseil d'administration, des amis de longue date, des conseillers fidèles qui m'avaient accompagné dans le développement de l'entreprise. Pierre Moreau, mon plus ancien ami et conseiller financier, s'est levé pour m'accueillir. « Clotilde, nous avons entendu des rumeurs. Est-ce vrai ? Antoine a vraiment... Mais tout ce que vous avez entendu est probablement vrai, et peut-être pire encore, ai-je confirmé. Mais aujourd'hui n'est pas le jour des récriminations, c'est le jour d'un nouveau départ. J'ai présenté Marcel au conseil, expliquant brièvement notre lien familial et notre projet de fusion. Les réactions ont oscillé entre la surprise, la curiosité et finalement un intérêt manifeste lorsque Marcel a exposé sa vision pour l'avenir de nos entreprises combinées. À 9 heures précises, alors que nous étions en pleine discussion, la porte s'est ouverte brusquement. Antoine se tenait là,
le visage pâle et tiré, visiblement marqué par une nuit sans sommeil. Derrière lui, pas de Sylvie, seulement Céline Rousseau, mon avocate, qui m'avait envoyé un message plus tôt pour m'informer qu'Antoine l'avait contacté pour négocier. « Bonjour à tous », a dit Antoine d'une voix rauque. Ses yeux se sont posés sur Marcel, le détaillant avec une curiosité mêlée de ressentiment. Je vois que les présentations ont déjà été faites. « Bonjour Antoine », ai-je répondu calmement. « Je suis heureuse que tu aies décidé de venir. » Il a eu un rire sans joie. Avais-je vraiment le choix? Tu as coupé mon accès à tous les comptes. Ma carte de crédit a été refusée ce matin quand j'ai voulu acheter un café. Il y a toujours un choix, ai-je dit doucement. Tu aurais pu choisir de ne pas venir, de consulter des avocats, de me traîner en justice. Tu as choisi d'être ici. C'est un début. Antoine s'est assis lourdement à l'extrémité de la table, aussi loin que possible de Marcel et moi. Alors, quel est ton plan, maman? Me déshériter complètement? Donner tout ce que j'aurais dû avoir à... lui? Il a désigné Marcel d'un geste dédaigneux. Non, Antoine, ai-je répondu. Mon plan est de sauver l'entreprise que tu étais en train de détruire, de protéger l'héritage que j'ai construit avec tant d'amour, et peut-être, si tu es prêt à l'accepter, de t'offrir une chance de rédemption. Antoine a fixé la table pendant un long moment, semblant peser intérieurement mes paroles. Le silence dans la salle du conseil était si profond qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale. Une chance de rédemption, a-t-il finalement répété, avec un rire amer. C'est comme ça que tu le vois? Comme si j'étais un personnage de roman qui a besoin d'être sauvé? Non, Antoine, ai-je répondu calmement. Je te vois comme mon fils qui a perdu son chemin. Un homme intelligent qui a fait des choix terribles, motivé par la cupidité et l'impatience, mais un homme qui peut encore changer, s'il le souhaite vraiment. Céline Rousseau s'est éclaircé la gorge. Si je peux me permettre, Antoine m'a contacté tôt ce matin pour discuter des options possibles. Je crois qu'il est prêt à entendre votre proposition, Clotilde. J'ai échangé un regard avec Marcel, qui a hoché imperceptiblement la tête. C'était le moment que nous avions préparé ensemble pendant les semaines précédentes, anticipant différents scénarios. Voici ce que je propose. Ai-je commencé, en dépliant un document devant moi. Marcel et moi allons fusionner nos entreprises pour créer Maison Beaumont-Lefebvre. Sophie sera nommée directrice générale des opérations en France. Marcel supervisera l'expansion internationale que nous prévoyons de lancer immédiatement, en commençant par la Suisse, la Belgique et l'Italie. Antoine écoutait, le visage impassible, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. Quant à toi, Antoine, je te propose un chemin de retour, pas une position de pouvoir immédiate. Tu as prouvé que tu n'étais pas prêt pour cela, mais une chance de réapprendre l'entreprise depuis ses fondements. Que veux-tu dire exactement? A-t-il demandé, son ton oscillant entre méfiance et curiosité. Je veux que tu recommences au début, comme apprenti dans notre atelier central, que tu réapprennes chaque aspect de la pâtisserie, les techniques, les ingrédients, le respect du produit et du client. Ensuite, si tu démontres un véritable engagement, tu pourras progressivement assumer plus de responsabilités. Antoine a eu un mouvement de recul, comme frappé physiquement par ma proposition. Tu veux que je devienne un simple pâtissier, à mon âge, avec mon expérience en gestion? Ton expérience en gestion, a répété Marcel avec une pointe d'ironie. Tu veux dire ton expérience en détournement de fonds et en sabotage d'entreprise? J'ai levé une main pour calmer la situation. Ce que Marcel veut dire, c'est que ta formation en gestion ne t'a manifestement pas inculqué les valeurs nécessaires pour diriger notre type d'entreprise. Nous ne sommes pas une multinationale anonyme, Antoine. Nous sommes une entreprise familiale fondée sur la passion, l'intégrité et l'excellence. Si tu veux un jour avoir une place dans cette entreprise, tu dois d'abord comprendre et embrasser ces valeurs. Pierre Moreau, toujours le plus direct des membres du conseil, s'est penché en avant. Clotilde, avec tout le respect que je te dois, crois-tu vraiment qu'après ce qu'il a fait, Antoine mérite une seconde chance? Les preuves que tu nous as montrées sont accablantes. Dans n'importe quelle autre entreprise, il serait poursuivi en justice. C'est précisément parce que nous ne sommes pas n'importe quelle entreprise que je propose cette solution, ai-je répondu. Et je ne fais pas cela uniquement pour Antoine. Je le fais aussi pour ses enfants, qui ne devraient mieux pas payer pour les erreurs de leur père, et pour moi-même, parce que malgré tout, il reste mon fils,
et je veux croire en la possibilité de guérison, même des blessures les plus profondes. » Antoine semblait confus, comme s'il ne comprenait pas ma motivation. « Pourquoi, maman? Pourquoi m'offrir cette chance alors que j'ai dit ces choses horribles? Parce que je me souviens encore du petit garçon qui s'émerveillait devant les vitrines de ma première boutique, qui goûtait mes nouvelles créations avec enthousiasme, qui disait vouloir être comme moi quand il serait grand. Ce garçon est toujours quelque part en toi, Antoine, enterré sous des couches d'avidité et d'amertume peut-être, mais toujours présent. J'ai vu ses yeux s'humidifier brièvement avant qu'il ne détourne le regard. Un silence s'est installé, tandis qu'il semblait lutter avec des émotions contradictoires. « Et Sylvie ?» a-t-il finalement demandé. « Qu'est-ce qui l'empêche de poursuivre son plan avec sa famille ?» Marcel a sorti un dossier de sa serviette. « Nous avons contacté Ricardo Mercier ce matin. Il a été surpris d'apprendre que nous possédions des preuves détaillées de l'espionnage industriel orchestré par sa nièce. Des preuves que nous serions prêts à partager avec les autorités et la presse spécialisée si nécessaire. » Mercier a immédiatement compris les implications, a poursuivi Sophie. Un scandale de cette ampleur détruirait la réputation de son entreprise. Il a accepté de signer un accord de non-concurrence très strict et de cesser immédiatement toute utilisation de nos recettes ou techniques. Antoine a eu un rire sans joie. « Donc vous avez neutralisé les Mercier aussi. Je suppose que Sylvie ne sera pas ravie d'apprendre cela. À propos de Sylvie, ai-je commencé délicatement. As-tu parlé avec elle depuis hier soir ? Son visage s'est assombri. Elle était partie quand je suis rentrée à l'appartement, avec ses affaires. Elle a laissé une note disant qu'elle retournait chez ses parents à Paris. Apparemment, elle n'est pas du genre à rester quand le navire coule. Je n'étais pas surprise. Sylvie avait toujours été calculatrice, pragmatique, une femme qui savait quand se retirer d'une partie perdue. « Je suis désolée, Antoine, ai-je dit sincèrement. Malgré tout ce qu'elle a fait, je sais que tu l'aimais. » Il a haussé les épaules, mais la douleur dans ses yeux était évidente. Est-ce que je l'aimais vraiment? Ou est-ce que j'aimais l'image qu'elle projetait? La belle femme sophistiquée, l'épouse parfaite pour le futur PDG que je pensais devenir? Je ne sais plus. Cette introspection inattendue m'a donné espoir. Peut-être que cette crise pourrait vraiment devenir un point tournant pour mon fils. « Il y a une autre personne que nous devons mentionner, » a dit Marcel, tournant les pages de son dossier. « Un certain Jérôme Vallée, votre assistant personnel aux succursales de Lyon. » Antoine a pâli visiblement. « Jérôme? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? »« Monsieur Vallée nous a contactés hier soir, » a expliqué Sophie. « Apparemment, il gardait des copies de toutes les transactions douteuses que vous lui demandiez d'exécuter. Une sorte d'assurance, si vous voulez. Il a proposé de nous remettre ces documents en échange de l'assurance qu'il ne serait pas poursuivi. »« Ce petit rat, » a murmuré Antoine. « Je lui faisais confiance. »« Comme ta mère te faisait confiance, » a rétorqué Marcel sèchement. Antoine a encaissé le coup sans protester, reconnaissant tacitement la justesse de la remarque. Céline a consulté sa montre. « Si nous pouvons revenir à la proposition sur la table, Antoine, je dois te conseiller d'y réfléchir sérieusement. D'un point de vue légal, c'est une offre extrêmement généreuse compte tenu des circonstances. L'alternative pourrait impliquer des poursuites pénales et les preuves contre toi sont substantielles. » Antoine a passé une main fatiguée sur son visage. Pour la première fois, j'ai remarqué les cernes profonds sous ses yeux, les rides de tension autour de sa bouche. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. « Combien de temps ai-je pour décider ?» a-t-il demandé d'une voix lasse. « Nous annonçons la fusion à la presse cet après-midi, » ai-je répondu. « Si tu veux faire partie de ce nouveau chapitre, nous avons besoin de ta réponse maintenant. » Il a fermé les yeux un moment, semblant mener un dialogue intérieur intense. Quand il les a rouverts, quelque chose avait changé dans son regard. Une certaine dureté s'était adoucie, remplacée par ce qui ressemblait presque à de l'humilité. « D'accord » a-t-il dit simplement. « J'accepte ta proposition, maman. Je recommencerai au bas de l'échelle. » Un soupir collectif de soulagement a parcouru la salle. Même Marcel, qui avait été le plus sceptique quant à la rédemption possible d'Antoine, a hoché la tête avec une approbation réticente. « Ce ne sera pas facile, » ai-je averti. « Tu devras gagner à nouveau la confiance de chaque personne dans cette entreprise. Certains ne te pardonneront peut-être jamais. »« Je comprends, » a-t-il acquiescé. « Je suis prêt à essayer. » La réunion s'est poursuivie, détaillant les aspects techniques de la fusion, les changements de structure organisationnelle,
les plans d'expansion. Antoine est resté silencieux la plupart du temps, écoutant attentivement, intervenant occasionnellement avec une question pertinente. Je pouvais voir son esprit analytique commencer à s'engager constructivement, peut-être pour la première fois depuis longtemps. 3 heures plus tard, alors que la réunion touchait à sa fin, Sophie m'a rappelé qu'il était temps pour la conférence de presse. Les journalistes attendaient déjà dans le hall principal du siège. « Un dernier point », ai-je dit en me levant, « la question de mon testament. » Antoine s'est raidi, visiblement mal à l'aise. « Maman, tu n'as pas besoin de… »« Si, je dois clarifier cela », ai-je insisté. Mon avocat a préparé un nouveau testament. 40% de mes parts dans l'entreprise iront à une fondation caritative qui portera le nom de Maurice. « Ton chien ?» a demandé Antoine incrédule. « Tu laisses vraiment 40% de ton entreprise à ton caniche ?» J'ai souri. Pas à Maurice personnellement, bien sûr. À une fondation qui portera son nom et qui soutiendra des refuges pour animaux abandonnés à travers la France. Maurice représente la loyauté inconditionnelle, une qualité que j'ai appris à valoriser profondément. Et les 60% restants, a demandé Pierre, bien qu'ils connaissent probablement déjà la réponse. 30% seront répartis également entre Juliette et Lucas, placés dans un fonds auquel ils n'auront accès que s'ils travaillent activement dans l'entreprise pendant au moins 10 ans. Je veux qu'ils comprennent la valeur du travail avant d'hériter. J'ai fait une pause, regardant directement Antoine. Les 30% restants seront divisés également entre Marcel et toi, Antoine. Mais dans ton cas, ils seront également soumis à condition que tu complètes 5 années de travail honnête dans l'entreprise, en commençant par le poste d'apprenti comme nous l'avons discuté. Antoine a semblé surpris. « Tu me laisses quand même une part de l'entreprise? Après tout ce que j'ai fait, je te laisse la possibilité de la mériter. » ai-je corrigé. « Ce sera à toi de démontrer que tu en es digne. » La conférence de presse qui a suivi a été un tourbillon d'activités. Les journalistes, attirés par l'annonce d'une fusion majeure dans le monde de la pâtisserie française, se sont pressés dans notre hall principal, transformé pour l'occasion en salle de conférence improvisée. Marcel et moi nous tenions côte à côte sur l'estrade, avec Sophie légèrement en retrait. Antoine avait choisi de ne pas participer, préférant observer depuis les coulisses. Un choix sage, considérant que son visage était bien connu dans le milieu et que les questions sur son absence allaient inévitablement surgir. « Mesdames et messieurs, ai-je commencé, merci d'être venus si nombreux aujourd'hui. J'ai le grand plaisir d'annoncer la fusion entre le délice doré et l'arôme subtil, créant ainsi la maison Beaumont-le-Fèvre, qui deviendra le plus grand groupe de pâtisserie artisanale de France. Les flashs des appareils photo crépitaient, tandis que j'expliquais notre vision commune d'une entreprise alliant tradition et innovation, respect des techniques classiques et ouverture aux influences internationales. Et maintenant, j'ai l'immense honneur de vous présenter mon associé dans cette aventure, Marcel Lefebvre, fondateur de l'Arôme Subtil, et mon fils. Un murmure stupéfait a parcouru l'assemblée. Cette révélation inattendue transformait une simple fusion commerciale en une histoire familiale fascinante, exactement le genre d'angle que les journalistes adoraient. Marcel a pris la parole avec aisance, expliquant sa vision pour notre entreprise commune, les plans d'expansion internationale, notre engagement envers l'excellence et l'éthique professionnelle. Son charisme naturel captivait l'audience et je me suis surprise à ressentir une fierté maternelle profonde pour ce fils que je n'avais pas eu la chance d'élever. Les questions ont fusé, bien sûr, beaucoup concernant l'absence remarquée d'Antoine. Nous avions préparé une réponse diplomatique. Antoine explorait de nouvelles opportunités au sein de l'entreprise réorganisée. Une demi-vérité qui préservait sa dignité tout en évitant le mensonge direct. Quand la conférence s'est terminée, j'ai senti une fatigue profonde m'envahir, l'adrénaline des derniers jours commençant à retomber. Marcel l'a remarqué et m'a discrètement offert son bras. « Tu as été brillante, maman », a-t-il murmuré. « Mais tu as besoin de repos maintenant. » De retour au manoir des Lavandes ce soir-là, j'ai trouvé une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Assise sur ma terrasse, regardant le soleil se coucher sur les collines de Provence, j'ai fait le bilan de cette journée extraordinaire. Maurice est venu poser sa tête sur mes genoux, fidèle comme toujours. En caressant ses oreilles soyeuses, j'ai pensé à l'ironie de la situation. Les paroles cruelles d'Antoine, « Ta place est à l'asile », avaient été le catalyseur d'une transformation complète de ma vie.
Ce qu'il avait voulu comme une insulte était devenu ma libération. Un bruit de pas léger m'a fait tourner la tête. Juliette se tenait dans l'embrasure de la porte-fenêtre, hésitante. « Grand-mère, je peux te rejoindre ?»« Bien sûr, ma chérie. » Elle s'est assise à côté de moi, contemplant le paysage en silence pendant quelques minutes. « Comment te sens-tu » a-t-elle finalement demandé. Après tout ce qui s'est passé, j'ai réfléchi à sa question. Comment me sentais-je vraiment? Soulagée, certainement. Triste aussi, pour le fils que j'avais élevé et qui s'était tant égaré. Mais surtout, je me sens libre, Juliette. Libre d'être moi-même, de diriger mon entreprise comme je l'entends, de construire quelque chose de nouveau avec Marcel. Libre de vieillir à ma façon, sans que personne ne décide à ma place quand je devrais me retirer ou où je devrais vivre. Elle a hoché la tête compréhensive. Tu sais, je n'aurais jamais cru dire ça, mais je suis presque reconnaissante pour ce qui s'est passé. Pas pour la trahison de papa, bien sûr, mais si tout cela n'était pas arrivé, nous n'aurions jamais connu oncle Marcel. Notre famille n'aurait jamais été complète. La vie a parfois des façons étranges de nous mener où nous devons être, ai-je réfléchi. Même à travers la douleur. Crois-tu que papa va vraiment changer ? A-t-elle demandé, une note d'inquiétude dans sa voix. Je ne sais pas, ma chérie. Le changement véritable est l'une des choses les plus difficiles pour un être humain. Mais je veux lui donner cette chance. Parfois, toucher le fond est nécessaire pour rebondir. Nous sommes restés ainsi, contemplant le crépuscule qui enveloppait doucement le paysage provençal. À 73 ans, j'étais sur le point de commencer un nouveau chapitre de ma vie, entouré d'une famille reconstruite et agrandie, à la tête d'une entreprise réinventée. Ce soir-là, en me couchant, j'ai pensé aux nombreuses femmes de mon âge qui, comme moi, affrontent l'ingratitude de leurs proches, sont poussées vers la marge, considérées comme obsolètes ou encombrantes. J'espérais que mon histoire pourrait peut-être en inspirer certaines à se tenir debout, à affirmer leurs valeurs, à refuser d'être reléguées à l'oubli. Car si j'ai appris une chose dans cette épreuve, c'est que notre dignité n'est pas négociable, que l'âge n'est qu'un chiffre, pas une sentence, et que tant qu'il nous reste un souffle de vie, il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de notre destin. Cette nuit-là, j'ai dormi du sommeil profond et paisible des justes, Maurice lové à mes pieds, gardien fidèle de mes rêves nouveaux, et demain serait le premier jour du reste de ma vie. Voilà, chers amis de Souvenirs de grand-mère, l'histoire de comment, à 73 ans, j'ai repris le contrôle de ma vie et de mon héritage après cette phrase dévastatrice prononcée par mon propre fils « Tu es ici parce que j'y ai été forcé, ta place est à l'asile ». Ces paroles cruelles, loin de me briser, m'ont libéré. Elles ont été le catalyseur d'une transformation complète que je n'aurais jamais imaginée à mon âge. J'ai dévoilé la trahison d'Antoine, qui détournait l'argent de l'entreprise que j'avais bâtie avec tant d'amour. J'ai découvert la manipulation orchestrée par ma belle-fille Sylvie et sa famille. J'ai retrouvé Marcel, le fils que j'avais dû abandonner dans ma jeunesse et qui, par un extraordinaire concours de circonstances, était devenu lui aussi un maître pâtissier reconnu. Ce que mon fils considérait comme une insulte, me reléguer à l'asile, s'est transformé en une renaissance. J'ai fusionné mon entreprise avec celle de Marcel, créant le plus grand groupe de pâtisserie artisanale de France. J'ai donné à Antoine une chance de rédemption, non pas par faiblesse, mais par force. J'ai réorganisé mon testament, assurant que mon héritage irait à ceux qui partagent mes valeurs, y compris une fondation portant le nom de mon fidèle caniche Maurice. À travers cette épreuve, j'ai appris que notre dignité n'est pas négociable, que l'âge n'est qu'un chiffre, pas une condamnation à l'insignifiance, que tant qu'il nous reste un souffle de vie, il n'est jamais trop tard pour reprendre les rênes de notre destin. Je sais que beaucoup d'entre vous, chers spectateurs, vivez peut-être des situations similaires. Combien sommes-nous, personnes âgées, à être considérées comme des fardeaux par nos propres familles? Combien d'entre nous sont poussés vers la marge, jugés obsolètes, encouragés à laisser la place, alors que nous avons encore tant à offrir, tant à vivre? Si mon histoire vous a touché, si elle a résonné avec votre propre expérience, je vous invite à la partager dans les commentaires. Avez-vous déjà été confronté à l'ingratitude familiale? Comment avez-vous réagi? Qu'auriez-vous fait à ma place? Vos témoignages pourraient inspirer d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires.
La réalisation de ces vidéos pour Soubdir, Souvenirs de grand-mère, demande beaucoup de temps, d'efforts et de ressources. Si mon récit vous a ému ou fait réfléchir, je vous demande humblement de soutenir notre chaîne. Un simple « j'aime » aide énormément notre visibilité. Un abonnement vous permettra de ne manquer aucune de nos histoires de courage et de renouveau. Et si vous le pouvez, pensez à utiliser le bouton « Merci », cette forme de don qui nous permet de continuer à produire du contenu de qualité quotidiennement. Vos contributions, même modestes, nous aident à investir dans de meilleurs équipements, des décors plus élaborés et à donner une voix à tant de personnes qui, comme moi, ont des histoires puissantes à partager. Chaque commentaire, chaque abonnement, chaque contribution me touche profondément. Voir que mon histoire vous a ému donne un nouveau sens à tout ce que j'ai vécu. N'oubliez jamais, peu importe votre âge, peu importe ce que vous avez déjà vécu ou perdu, vous pouvez toujours tourner la page et commencer un nouveau chapitre. La vie continue de nous surprendre, de nous défier à grandir dans des directions que nous n'aurions jamais imaginées. Visitez aussi nos autres vidéos. Nous avons des récits tout aussi bouleversants et inspirants qui sont publiés chaque jour. Des histoires de personnes ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires malgré les obstacles. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une nouvelle histoire sur Souvenirs de grand-mère. C'est Clotilde Beaumont, d'Aix-en-Provence, qui vous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour réclamer notre dignité, pour être les auteurs de notre propre histoire.